Bienvenue à toutes et à tous. 7 des 8 présumés djihadistes extradés de la Mauritanie ont été placés hier sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Selon nos sources, parmi eux figure un mineur dont le dossier a été confié au juge du 4e cabinet. Et puis Chartidiane, la décision est tombée. Maître Elhadj Amadou Sall écope de 3 mois de prison avec sursis. Le libéral a été reconnu coupable pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles par le tribunal de grande instance de Dakar. Je vous le disais en titre, colère des transporteurs sénégalais et gambiens après la mort d'un responsable syndical en prison. Selon Gora Khouma, Cherif Diba a été torturé par le régime de Yahya Jammeh. Le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers du Sénégal invite la communauté internationale à faire pression sur le président gambien. Je vous propose d'écouter Gora Khouma. Il est au micro de Cherif Dia et Moudou Diop. Cherif Dabo est mort suite à des tortures, parce qu'il n'était pas le seul à torturer. Et je ne vois pas pour quelle raison cela. Donc, on m'a appelé. Je suis informé le dimanche que Cherif, un de mes lieutenants collaborateurs, est décédé suite à je ne sais pas. Mais le lundi matin, quand j'ai eu l'information, j'ai saisi l'ITEF, qui est la Fédération internationale des ouvriers du travail, qui est basée à Londres. J'ai saisi aussi la CESCRAO, la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Abidjan. Donc j'ai utilisé ces deux canaux. Donc depuis leur arrestation, chaque canal fait son travail pour interpeller le président Yahya Jammeh et le président en exercice de la CEDEAO, qui est en l'occurrence Macky Sall. Donc j'ai utilisé ces canaux. Le dimanche, je suis informé du décès de ce camarade. Le lundi, ils sont tous partis devant le juge et ils sont tous libérés. Donc c'est dû peut-être au décès de ce camarade. Puisque ce n'est pas normal. Il faut que les organisations internationales fassent des interventions sur Yahya Jammeh. Je suis désolé d'entendre des Sénégalais qui disent que c'est nous qui ont fermé. Non, 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 ça je suis désolé. C'est le président Yahya Jammeh qui a donné des ordres de baisser les barrières. Donc toutes les portes venant du Sénégal sont fermées. Donc ce n'est pas le Sénégal qui a fermé, ni les syndicats, ni les autres Sénégalais. C'est le gouvernement gambien qui a bloqué. Et puis fermeture de la frontière sénégalo-gambienne, les transporteurs de Ziguinchor apportent leur soutien à l'État du Sénégal. En assemblée générale à Bignona, ils demandent à l'État du Sénégal de résoudre définitivement cette question qui est devenue récurrente avec son lot de conséquences. On écoute leur porte-parole Abdou Cissé, il est interrogé par Boubacar Diassi. Par rapport, n'est-ce pas, à l'arrêt que nous avons opéré des camions. Et on verra dans les jours à venir ce qui va se passer. C'est tout simplement la hausse du tarif de transport des camions qui a changé, n'est-ce pas, jusqu'à 400 000 francs. Un coût qui est trop cher. Donc on s'est dit qu'il faut arrêter ça. C'est pas bon. On ne peut pas continuer, on ne peut pas transporter la marchandise d'autrui pour sortir de nos poches payer 400 000 francs. À chaque année, on nous barre au bac et je pense que ça doit vraiment finir. Cette fois-ci, comme l'a dit le président, je crois que l'État va prendre la chose définitivement réglée. Il faut régler ça. Nous sommes effectivement de l'État, bien sûr, parce que c'est l'État qui peut régler cette affaire-là. Et nous comptons beaucoup sur l'État. Et vraiment, on salue l'action de l'État. Et puis les relations entre Yahya Jammeh et les différents présidents qui se sont succédés à la tête du Sénégal ont toujours été marquées par des moments de friction. Le président gambien qui a plusieurs fois accusé ses homologues de tentatives de déstabilisation de son régime. Pour exprimer son mécontentement, le chef de l'État gambien n'a pas hésité à user de subterfuges à l'image du refus de laisser construire un pont à Farafenni sur le fleuve Gambie. C'est un récit signé Daniel Diouf. Construire un pont pour la traversée du bac de Farafenni en Gambie, le souhait du Sénégal, depuis Abdou Diouf jusqu'à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade. Des accords signés avec Yahya Jammeh. Les deux pays se sont maintes fois rencontrés. Le but, construire un pont transgambien qui améliore le passage transfrontalier entre le Sénégal et la Gambie. Mais des accords toujours Depuis un mois, on constate que nos étudiants... Un pont pour la traversée du bac de Farafenni en Gambie, le souhait du Sénégal, depuis Abdou Diouf jusqu'à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade. Des accords signés avec Yahya Jammeh. Les deux pays se sont maintes fois rencontrés. Le but, construire un pont transgambien qui améliore le passage transfrontalier entre le Sénégal et la Gambie. Mais des accords toujours transgressés par la partie gambienne. Que des tracasseries pour les usagers sénégalais du bac gambien.
Un projet plusieurs fois jeté à l'eau par Yaya Jammeh, sous Abdou Diouf comme sous Abdoulaye Wade et Macky Sall. Le régime de Yaya Jammeh a toujours usé de subterfuges pour torpiller les accords bilatéraux. Une fois avec l'ancien président Abdoulaye Wade. Le Sénégal se souvient, de retour de Banjul suite à un voyage officiel, le Premier ministre d'alors, Idrissa Seck, avait tenu à s'adresser aux Sénégalais pour leur dire qu'il avait dans ses valises un beau cadeau à leur livrer. Selon lui, la Gambie avait donné son accord pour que le pont transgambien soit construit avant fin 2005. Mais là aussi, le projet va tomber à l'eau. Avec le président Macky Sall, les relations ne se sont pas améliorées. Le président gambien a déjà accusé son homologue sénégalais d'avoir orchestré des complots visant à paralyser l'économie de la Gambie et à susciter une révolte populaire et des problèmes contre son régime. Dans les différentes situations, le numéro 1 gambien a toujours utilisé le bac de Farafenni comme moyen de supplice contre le Sénégal. Question: la Gambie trouve-t-elle un intérêt au projet de construction du pont transgambien? Le patron de la SNTS affilié au transport, Gourouma, dit qu'il n'y aurait pas de construction de pont en Gambie, sauf si Yaya Jammeh quittait le pouvoir. Ces derniers jours, Yaya Jammeh s'est encore fait entendre de manière unilatérale. Il a décidé de porter à 400 000 francs CFA le prix des transports des camions sénégalais. Vous l'annoncez dans les titres, le SAES a décrété 48 heures de grève à compter de ce mardi. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur proteste contre le non-respect des accords signés avec l'État du Sénégal en mars 2015. Léa. Et Chartidiane, nous restons à l'université Cheikh Anta Diop avec cette grève de 24 heures de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences et techniques. L'amicale qui lance un ultimatum de 72 heures pour le respect des engagements par rapport à la construction des amphis. Je propose d'écouter les propos de Djibril Ning. Il est interrogé par Diafaraba et Fatou Kinedem. Depuis un mois, on constate que nos étudiants de la L1, nos primo-entrants, qui sont au nombre de 3100 étudiants, ne peuvent pas faire leur cours au même titre que les anciens. Et nous disons que c'est une chose qui est anormale. Donc les autorités doivent respecter leurs engagements parce qu'ils nous avaient donné un délai du 8 du mois passé qu'ils n'avaient pas respecté. Puisque nous sommes responsables, nous sommes dit d'attendre au moins de faire des négociations pour que l'on puisse avoir des solutions. La date du 17 encore, ils n'ont pas respecté leur engagement. Pas plus tard qu'hier, le lundi, dont ils avaient dit que c'était la date butoir pour qu'ils puissent livrer les amphithéâtres, ça n'a pas été respecté. Puisque nous sommes les responsables des étudiants, nous disons que ces frères qui sont à la maison, qui ne peuvent même plus y être, parce qu'on leur pose la question s'ils sont même étudiants, on leur demande s'ils ont même eu leur bac, on s'est dit de réagir pour au moins les permettre de faire les cours au même titre que leurs camarades aînés. Et puis le SAES appelle le gouvernement à respecter ses engagements pour éviter une année scolaire perturbée. Le secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal a rencontré les enseignants de Saint-Louis. Selon Souleymane Diallo, l'État doit restaurer la dignité de l'enseignant. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. La crise actuelle, c'est avant tout une crise du dialogue social. Une crise du dialogue social, pourquoi? Parce que, le gouvernement ne convoque pas à temps les rencontres quand les organisations déposent des préavis. Et ensuite, quand il convoque, il le fait tardivement. Et quand il convoque également, il s'engage, il ne respecte pas. Et nous disons qu'un dialogue social, il est basé sur la confiance. Et une confiance également est basée sur la vérité, sur le respect de la parole donnée. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le point faible de ce gouvernement-là. Un gouvernement qui s'engage, mais qui ne respecte pas. Il faut également que le gouvernement, en tout cas, restaure la dignité de l'enseignant. En tout cas, ce gouvernement qui a une politique, effectivement, qui tend toujours donc, à dénigrer, à diaboliser les enseignants, donnant l'impression que ce sont les enseignants et les syndicats d'enseignants qui sont à l'origine de la baisse de la qualité des enseignements apprentissage, également, qui sont à l'origine également des perturbations dans le système, alors que c'est lui le principal responsable qui s'engage à chaque fois, mais qui ne respecte jamais sa parole. Nous restons à Saint-Louis avec ce bilan peu réluisant de la mortalité maternelle et néonatale. 809 morts-nés ont été enregistrés en 2015, ainsi que 44 femmes qui ont perdu la vie. Une situation alarmante, surtout si l'on prend en compte l'avis du médecin-chef de la région. Selon lui, 90% des décès auraient pu être évités si toutes les dispositions avaient été prises avant et pendant l'accouchement. Ousseynou Diop et Habib Seck.
Les résultats sont alarmants. Dans la région de Saint-Louis, 44 femmes ont perdu la vie en donnant la vie. 809 morts-nés enregistrés. Rien que dans la ville de Saint-Louis, le bilan est lourd. On compte 336 nouveau-nés, dont 163 morts-nés frais et 173 morts-nés macérés. Il y a un retard donc, de prise en charge. Donc vous voyez que ça peut être cause de décès ou bien pour la mère ou bien pour l'enfant. En dehors de ça, il y a des médicaments aussi qui peuvent être en rupture. Des médicaments qui peuvent être en rupture et qui font que, quelque part, on est déficitaire. On est déficient, en tout cas nous, en tant que personnel de santé. La mortalité maternelle est due à plusieurs facteurs. Chaque 3 mois, 11 femmes perdent la vie dans les structures sanitaires de Saint-Louis ou au moment des évacuations. Si on n'a pas les ressources humaines de qualité au niveau des structures de santé, on aura toujours ce gap en termes de réponse par rapport à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Mais pour ce qui concerne les autres secteurs, on a parlé des infrastructures, on a parlé de l'accessibilité. Quand on dit une accessibilité, elle est financière. Pour accompagner l'État et doter des structures sanitaires du matériel d'accouchement de qualité, des fils du terroir se sont mobilisés pour soutenir les collectivités locales. Et même moi, quand je suis entrée dans la salle, j'étais un peu choquée. Et je m'étais promise de faire tout mon possible pour que cette année, je revienne avec du matériel vraiment à mesure d'accueillir un bébé. Parce que je crois que l'accouchement constitue un moment vraiment, je dirais, un moment inégal par rapport pour une femme. Lors du comité régional de développement tenu à Saint-Louis, le gouverneur a invité tous les acteurs à se mobiliser contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Les acteurs ont aussi invité le gouvernement à une meilleure formation du personnel dans les structures sanitaires. Au Sénégal, chaque jour, 4 femmes meurent en donnant la vie. On passe à la politique avec cette polémique autour de la réduction du mandat présidentiel. Pour le secrétaire général de la CSA, le débat n'a pas lieu d'être. Les responsables politiques doivent se concerter pour trouver un consensus autour des projets de réforme constitutionnelle. La Confédération des syndicats autonomes faisait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Mohamed Dia. Le débat national pollué ces dernières semaines par la non-réduction du mandat présidentiel. Le secrétaire général de la CSA trouve la priorité ailleurs. Mamoudou Diouf invite les acteurs politiques au dialogue pour une stabilité sociale. Nous ne pouvons pas, sur le principe, reprocher à un président de la République de se conformer à une constitution qui est le texte de notre loi fondamentale. Par contre, nous pensons que le débat national aujourd'hui doit dépasser la question de réduction ou de non-réduction du mandat. Dans la même logique, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes déplore l'absence de concertation sur le projet de réforme constitutionnelle, un projet soumis au référendum le 20 mars prochain. Nous pensons qu'il y a un déficit encore de discussion et nous mettons l'accent beaucoup plus sur cela. Le principal pour nous, ce n'est pas de savoir si le président va faire 5 ou 7 ans. Pour ce mandat-ci, ce n'est pas l'enjeu essentiel, mais l'enjeu essentiel, c'est les réformes institutionnelles vers lesquelles le Sénégal devra avancer si on veut consolider notre démocratie et l'état de droit. Au cours de ce point de presse, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes a annoncé la tenue du 3e congrès ordinaire pour les 16 et 17 juillet. Un congrès qui devra choisir le successeur de Mamoudou Diouf à la tête de cette confédération. Et puis la rédaction s'est rendue à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants trouvés sur place se prononcent sur l'avis du Conseil constitutionnel. Ces apprentis juristes sont partagés. Ils trouvent normal le débat car le droit est avant tout interprétation, même si certains sont quand même inquiets d'entendre leurs professeurs tenir des discours en déphasage avec les cours dispensés dans les amphithéâtres. En sujet signé Fatima Ba et Moudou Diop. Hall de la faculté des sciences juridiques et politiques, des étudiants débattent sur l'avis du Conseil constitutionnel sur la réduction du mandat présidentiel et comme la plupart de leurs professeurs, ils sont partagés sur la question. L'interprétation différente rime avec le droit dans la mesure où chaque disposition de la Constitution ou bien d'une loi
mérite d'être interprété pour être applicable. Raison pour laquelle on peut comprendre aisément cette différence ou bien cette divergence de position qui existe dans cette question. C'est très normal qu'il prenne position sur une question bien donnée, mais il faudrait que dans sa prise de position, qu'il ne sache pas les fondamentaux du droit. Les juristes jouent avec les mots. Il y en a qui disent décision, il y en a qui disent avis. Mais moi, personnellement, je pense que c'est un avis. Cet étudiant, lui, est inquiet face à la position affichée par certains constitutionnalistes. Je ne peux pas me retrouver dans ce débat dans la mesure où on se fie aux écrits du professeur Ismaïla Madior Fall dans l'évolution constitutionnelle du Sénégal à la page 94. Et ce qu'il nous disait dans ces écrits-là et ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est diamétralement opposé. Et en tant que chercheur, si on a besoin de documenter, de justifier nos réflexions, on ne se fonde pas sur la parole donnée dans la presse, mais on se fonde sur les écrits. Ils sont unanimes sur une chose, le droit c'est l'interprétation, mais toujours est-il qu'il faut aller au bout de sa logique. Le droit peut être dit et peut-être dit différemment, mais au fond, bon, il y a toujours une solution qui doit être la vraie. Le droit, c'est l'interprétation et le droit n'est pas la propriété de qui que ce soit. C'est pourquoi je trouve légitime même cette confrontation entre doctrinaires. Ces juristes, ils interprètent les dispositions de la Constitution, mais aussi on ne doit pas perdre de vue qu'ils sont aussi des doctrinaires. Chacun a ses propres convictions et ses propres points de vue sur une question bien déterminée. Comme en 2012, le Conseil constitutionnel continue d'alimenter les débats. Si pour certains il est passionnant, d'autres ne s'y retrouvent pas. La présidente du Conseil économique, social et environnemental affiche son soutien au président Macky Sall. Aminata Tall, qui bat déjà campagne pour la victoire du oui lors du référendum, était en assemblée générale à Diourbel. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Mohamed Jodiop et Talla Samb. Qu'on ne dise pas, il n'a pas fait ce qu'il avait dit ou il n'a pas fait ce qu'il avait promis. Il l'avait dit et il l'a fait. Il l'avait promis et il a enclenché toutes les procédures et toutes les voies nécessaires pour lui permettre, en prévoyant dans sa demande initiale la rétroactivité de la réduction du mandat à 5 ans. Cette rétroactivité a été rejetée parce que dans la Constitution, dans ses dispositions réglementaires comme dans la pratique constitutionnelle, la rétroactivité n'est pas admise. Donc ça c'est pour ce qui concerne la réduction du mandat. Pour les autres points, concernant par exemple des points forts, des réformes de modernisation, comme les réformes de renforcement de la démocratie et de stabilisation des institutions, comme de la sécurité juridique, des observations de forme ont été faites plutôt, mais des observations de fond aussi. Référendum du 20 mars prochain toujours. Le ministre des collectivités locales appelle à voter oui et dément l'opposition et certains membres de la société civile. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, le chef de l'État n'a aucune idée derrière la tête, encore moins celle de faire un 3e mandat. Je vous propose de l'écouter. Et non, Cher Tidiane, apparemment... L'élément n'est pas en place, Léa. Eh bien, Cher Tidiane, direction Kolda, où comme partout au Sénégal, le discours du chef de l'État fait toujours autant polémique. Les avis sont très partagés et pour certains, c'est malheureux que ces citoyens ne parlent que d'un seul point sur de la réforme, oubliant les 14 autres. Je propose de suivre les explications de notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. La durée du mandat présidentiel continue de faire couler de la salive. À Kolda, les avis des uns et des autres sont partagés entre le oui et le non. On a eu après comme mandat, mais le reste, on l'a ignoré. Alors c'était 15 points qui devaient être présentés au peuple pour la révision, pour la réforme constitutionnelle. Malheureusement, les Sénégalais n'ont fait qu'à que de mandat. Le mandat qui vient, il passe avec la personne, une autre personne vient. Donc je crois que les autres points aussi devaient être bien analysés, pris en compte pour que, en tout cas, l'avenir du Sénégal soit un avenir meilleur. Par rapport au référendum, mais il est extrêmement important. Les membres de la section locale du M23 sont aussi pour un vote massif du oui. Indépendamment de ces dispositions du mandat, il y a d'autres. L'intangibilité de la République, de la durée du mandat, la suppression de la vice-présidence, le pouvoir renforcé de l'Assemblée nationale, la création du Haut Conseil des collectivités locales.
etc., etc. Donc aujourd'hui, nous allons vers une démocratie apaisée. Aujourd'hui, je pense que les intellectuels doivent se ressaisir, savoir raison garder et vraiment se remettre au travail et voter cette constitution-là, à l'image des démocraties modernes. Le Forum civil et les gardiens de la cité coldoise sont pour un non triomphal au Fouladou. Pour nous, la décision de prendre le référendum devait être une décision concertée. Parce que la démocratie suppose l'implication de tous les acteurs dans le processus de gestion et d'organisation de l'État. D'ores et déjà, des dispositions sont en train d'être prises à Kolda pour un bon déroulement du référendum du 20 mars prochain. Abdoulaye Diallo, nous parlons à présent du 240e anniversaire de la révolution du Fouta, une révolution initiée par l'érudit Thierno Souleymane Baal pour la liberté, l'état de droit et la bonne gouvernance. Les historiens de l'UCAD ont tenu à rendre hommage à Thierno Souleymane Baal. Selon eux, l'homme devrait inspirer les chefs d'État, surtout sur des sujets comme la succession de mandats ou l'enrichissement illicite. Nafissatou Sila et Moudou Diop. Un état de droit démocratique avec des règles de bonne gouvernance, Thierno Souleymane Baal a su l'instituer dans le Fouta. C'est entre 1765 et 1776 avec la révolution du Fouta, un modèle de gouvernance rare à l'époque avec l'Almamia. Ici, Almamia doit être entendu au sens politique. Que si une famille ou un individu veut se pérenniser au pouvoir et garder le pouvoir à lui tout seul, il fallait le démettre. Et quand le souverain s'enrichit indûment, il est de droit de s'attaquer à lui et de le chasser du pouvoir. Problème auquel nos sociétés contemporaines sont confrontées. Nous avons eu tout un débat sur le 3e mandat au Sénégal, sur la succession dynastique au pouvoir. Question qui ont été abordés à la fin du XVIIIe siècle dans notre pays. Pour ce qui est du nombre de mandats, Thierno Souleymane Baal a su le limiter et pour le professeur Iba Der Thiam, nos gouvernants doivent s'en inspirer. Lorsqu'il institue le principe des 2 mandats, il devance de beaucoup ce que le monde actuel est en train de faire. L'Europe et certaines parties du monde considèrent que ce sont eux qui sont en train de forcer l'Afrique à limiter les mandats à 2. Il faut leur dire que depuis 1776, un fils du Sénégal avait déjà prescrit que dans le Fouta, tous les mandats ne dépasseraient pas 2 mandats. Thierno Souleymane Baal était un visionnaire et une référence pour ces historiens. Thierno Souleymane Baal peut tenir lieu de modèle à notre classe politique dans le contexte difficile que nous vivons actuellement. Il a été un penseur dont les idées ont pris une avance de plusieurs siècles sur le reste de l'humanité et a abordé des questions et les a résolues dans une optique qui, en fin de compte, montre à quel point cet homme était un visionnaire, quelqu'un qui avait le sens de l'intérêt général. Né vers 1720, Thierno Souleymane Baal était connu pour sa lutte contre tout régime politique tyrannique. Il a joué un rôle très important dans la destitution du régime des Denyanké et a œuvré pour une confédération d'un Fouta élargi. Nafissatou Sila, nous allons parler de toute autre chose, Léa, avec les micro-jardins plombés par les mouches blanches qui ralentissent sérieusement la productivité. Ces mouches chartidiennes que l'on appelle mouches des fruits s'attaquent généralement aux papayes. Au micro-jardin de la Patte d'Oie, les maraîchers ont 1001 astuces pour les combattre. Suivons ce reportage, il est signé Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Une à une, Salimata Thiaw ramasse les feuilles de papaye. Pourtant, elle a mis du temps à les entretenir. Aujourd'hui, les mouches blanches ont tout ravagé. Nous prions pour que les mouches blanches disparaissent de notre environnement. Elles ravagent les arbres fruitiers. Nous sommes obligés à chaque fois d'enlever les feuilles infectées. Une autre victime des mouches blanches, Pas plus tard qu'hier, j'ai coupé certaines de mes plantes vu qu'elles étaient infectées. Mon citronnier est aussi touché. J'utilise des produits bio et même les pesticides. Les mouches ravageuses envahissent souvent les arbres fruitiers. Au niveau des micro-jardins, la lutte est avant tout mécanique. Elle consiste à arroser les feuilles par aspersion. Donc si
il n'y a pas de poussière sur les feuilles. Alors les feuilles, des fois, pour qu'ils soient attaqués, des fois c'est très difficile. Même quand les mouches commencent à attaquer les feuilles et que vous arrosez, vous voyez qu'ils disparaissent rapidement. En dehors de ça aussi, nous utilisons quand même des produits phyto, mais des produits phyto bio. Parce que nous utilisons l'huile de Nîmes, l'huile de tabanani, des feuilles de Nîmes broyées et mélangées avec de l'eau bouillie. C'est ce que nous utilisons et vraiment nous avons des résultats très satisfaisants au niveau de la Padoie. Ces dames sont unanimes, elles souhaitent des systèmes de surveillance pour réduire le taux d'infestation des mouches et mieux vendre leur production. Nous restons sur ce sujet. 3/4 des conteneurs arrivent à destination avec des produits pourris dans l'espace CEDEAO. Une situation qui a poussé l'Union européenne, l'Agence française de développement et la CEDEAO à agir. Elles ont cofinancé un projet à hauteur de 15 milliards de francs CFA pour appuyer la lutte. La filière mangue fait figure de priorité. Ce programme est lancé ce matin et dure 3 ans. Les explications de Salifou Hosseini, directeur exécutif de la CEDEAO, il est interrogé par Maïmouna Yeye. Acterius borsilas. Oui, c'est une mouche qui a été découverte premièrement en Afrique de l'Est. Et ça a gagné en 2003 et aujourd'hui, en 2005, ça a commencé en Afrique de l'Ouest. Le constat est amer. On a eu la plainte de beaucoup de producteurs et d'exportateurs de mangue au niveau de la CEDEAO. À chaque fois qu'ils exportaient des mangues, il y a beaucoup de conteneurs qui ont été brûlés parce que c'est infesté par les mouches de fruits. Dès qu'on trouve des larves ou des mouches de fruits, on détruit. Et souvent aussi, la qualité phytosanitaire n'est pas garantie. Quand on utilise des pesticides, vous savez, il faut respecter les normes internationales au niveau de l'Union européenne. Et nous pensons que ce projet va permettre à la région de résoudre le problème de cette mouche qui vient infecter nos mangues. Rien qu'en 2014, je crois, il y a eu 112 interceptions des conteneurs infectés. Taekwondo pour démarrer la page des sports 15 jours après sa première qualification aux Jeux Olympiques de Rio. Baladjei, dans la catégorie des moins de 68 kilos, a été accueilli comme un héros à son retour à l'aéroport de Dakar. Pour le combattant de 34 ans, c'est juste un objectif atteint. Il lui reste à offrir au Sénégal sa deuxième médaille olympique. Cher Sadi Boudjara, Sumbentoub et Tierno Laurent Mendy. Baladjei est de retour au Sénégal. L'unique taekwondoïste sénégalais qualifié aux Jeux de Rio 2016 est venu fêter cette performance avec ses sympathisants. Une qualification fruit de 3 ans de travail. Quand j'ai obtenu ma médaille de bronze, j'ai été reçu par le chef de l'État. Il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez. Je lui ai juste dit que je veux être dans les meilleurs centres au monde, en Allemagne. Et cela a été fait juste pour que je puisse m'entraîner comme il faut pour pouvoir décrocher une qualification olympique. Et puis en quittant cette audience, j'avais dit au chef de l'État que je vais revenir ici avec une qualification olympique. Je ne pouvais pas rentrer au Sénégal sans une qualification olympique. Raison pour laquelle je me suis sacrifié pendant des mois, pendant des années, juste pour décrocher une qualification olympique. Parce qu'il ne me restait que ça dans ma carrière, il ne me restait que ça dans mon palmarès. Baladjei au JO, ce n'est pas une surprise pour les dirigeants du taekwondo sénégalais. Ils le voient même sur le podium à Rio. Aujourd'hui, il fait partie des 10 athlètes les 10 athlètes les mieux placés sur le ranking mondial. Donc aujourd'hui, il a de réelles chances. Et en plus de la qualification, il a compéti la semaine passée à l'Open de Turquie où il a terminé 3e, médaille de bronze. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on lui souhaite, c'est de remporter une médaille parce que depuis Amadou Diaba, le Sénégal n'a pas eu de médaille olympique. Donc aujourd'hui, c'est une réelle chance et il faut que les autorités le comprennent ainsi et il faut qu'ils mettent tous les moyens à sa disposition. En tout cas, nous, au niveau du taekwondo, pour notre part, nous allons mobiliser toutes les ressources qui sont à notre niveau pour le soutenir. Le taekwondoïste n'en espère pas moins s'il obtient le soutien des autorités. Pour avoir une médaille olympique, il faut avoir les moyens. Sans les moyens, on ne peut pas avoir une médaille olympique. Et je sollicite l'État, je sollicite le président de la République, je sollicite le comité national olympique, les sponsors, tout le monde pour m'aider à atteindre mon objectif principal, c'est de décrocher une médaille olympique. Plus que 5 mois pour parfaire sa préparation et offrir aux Sénégalais une médaille olympique. Le chemin est encore long.
Et puis après le taekwondo, on parle football avec la 3e édition du championnat national unifié du Special Olympics. 6 équipes de Mbour et de Dakar sont en compétition. Une compétition qui réunit des joueurs vivant avec un handicap intellectuel et d'autres sans handicap. Après la première journée remportée par les Mbourois, la deuxième journée s'est disputée ce mardi. Compte rendu signé Cher Sadi Boudiara. Briser l'hégémonie de Mbour au championnat de football unifié de Special Olympique Sénégal. C'est l'ambition de Dakar dans cette 3e édition de la compétition, constituant tout l'enjeu. Les 2 premières éditions ont été remportées par Mbour. Donc les équipes de Dakar se disent il faut que la coupe revienne à Dakar et Mbour dit non, il faut qu'elle reste à Mbour. Donc ça c'est un enjeu qui engage vraiment toutes les équipes parce qu'il y a un challenge à relever. Et ça permet donc aux athlètes d'apprendre l'esprit sportif mais dans la joie, dans la sportivité et dans l'échange entre les différentes équipes. Mbolo prend le meilleur sur Uzo 1-0, de même que Djambar sur Yembel 8-1 lors de cette 2e journée du championnat national de football unifié, qui est dédié à Feu Seyd Fahri, l'ex-président de la Fédération sénégalaise de football. Il a été notre sponsor pour les 2 premières éditions du championnat de football unifié. Et nous tenions à cette occasion à reprendre le championnat et nous tenions vraiment à le faire et à lui dédier cette journée. La fin de cette compétition est prévue dans 3 mois à l'occasion d'une fête pour ses enfants. Le championnat se joue en 6 journées sur Dakar et Mbour. La première journée s'est faite à Mbour le 6 février. Le match de classement, les demi-finales et la finale se joueront les 14 et 15 mai lors des championnats nationaux de Special Olympics. 4 journées seulement restent à Dakar pour remporter son premier championnat national de football unifié. Mais Mbour demeure le grand favori. Et puis Rodney Kalosé-Noussen n'est plus l'entraîneur du Stade de Mbour, actuel 5e du classement de Ligue 1. Les rapports heurtés entre lui et les supporters du club sont à l'origine de son limogeage. Voilà, c'est tout pour cette édition, c'est tout pour ce soir. Merci Léa. Merci Chartidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à minuit avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Chéri.